Il existe des rumeurs complètement what the fuck. Par exemple, Barack Obama a été téléporté sur Mars à 19 ans dans le cadre d'un programme de la CIA. Selon une autre théorie partagée par 4% des Américains, nos dirigeants sont des lézards venus tout droit de l'espace. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous plongerons aujourd'hui dans l'univers du complot avec un nouveau bouquin. Je me baserai sur le livre La démocratie des crédules qui a été publié en 2013. Son auteur, Gerald Bronner, est sociologue. Il explique que les complotistes sont convaincus que les gouvernements occidentaux leur mentent et les manipulent. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'instruction ne constitue pas un rempart infaillible contre le complotisme. Par exemple, une étudiante ingénieure a affirmé dans sa thèse en 2017 que la Terre est plate. Mais alors, pourquoi des gens croient en des théories aussi improbables et qu'est-ce qui explique l'émergence et la diffusion de telles théories, en particulier sur Internet ? La psychologie explique qu'il existe des erreurs de raisonnement appelées biais cognitifs, comme le biais de confirmation. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le biais de confirmation se caractérise par le fait que les humains ont tendance à ne voir que les choses qui valident leurs croyances et à rejeter le reste. Gerald Bronner donne l'exemple de Seattle dans les années 50, où des résidents ont découvert des pare-brises fissurés. Certains ont cru que les retombées d'essais nucléaires soviétiques ont pollué l'atmosphère et provoqué une pluie corrosive. D'autres ont pensé que des travaux routiers ont projeté des gouttes d'acide depuis la surface des nouvelles autoroutes. La rumeur a circulé et des habitants ont vérifié si ce qu'on racontait était vrai. Ils ont inspecté leur véhicule et y ont repéré des fissures qu'ils n'avaient pas vues avant. Plus tard, des experts ont constaté que les fissures étaient très petites et souvent invisibles à l'œil nu. Puis, ils se sont rendus dans d'autres villes et ont vu que les pare-brises des voitures présentaient les mêmes éclats que ceux de Seattle. Finalement, ils se sont rendus compte qu'il ne s'agissait que d'une usure normale et non pas d'un endommagement dû à des travaux ou une atmosphère polluée. Après le biais de confirmation, on peut penser au paradoxe d'Olson. Alors, c'est quoi l'idée ? C'est que de petits groupes très organisés ont plus de pouvoir que de grandes majorités dispersées. Plus un groupe est grand, plus il est difficile d'éviter que certains profitent des efforts des autres sans participer. Ainsi, si des personnes ont un intérêt commun et ne sont pas organisées, elles risquent de ne rien faire. Selon le sociologue, ce mécanisme explique pourquoi les complotistes, bien que minoritaires, arrivent à diffuser beaucoup plus de contenu sur Internet que les individus qui ne croient pas en leurs théories. Ces derniers sont peu motivés pour les contredire, surtout quand il faut une certaine expertise, par exemple en physique quantique ou en archéologie. Ensuite, Gerald Bronner nous parle de Charles Fort, un écrivain états-unien né en 1874 et décédé en 1932. Il est l'auteur du Livre des damnés. Publié en 1919, le livre combine des phénomènes à son époque inexpliqués, comme les fameuses pluies de grenouilles ou les étranges poltergeists. Il a inspiré des théories complotistes comme le mythe des anciens astronautes. Les individus qui y croient sont persuadés que des extraterrestres ont transmis des savoir-faire à des populations anciennes. Gerald Bronner explique qu'ils ont accumulé des arguments qui, pris individuellement, sont faibles, mais leur agrégation a créé une illusion de crédibilité qui a assuré le succès du mythe. La libéralisation ou l'ouverture du secteur intellectuel à l'ensemble de la population est un long processus avec différentes étapes. Il y a par exemple l'invention de l'imprimerie au XVe siècle ou encore la baisse des coûts de diffusion de l'information. Aujourd'hui, on observe qu'avec ce processus, les médias sont devenus des concurrents.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens qui utilisent Internet veulent accéder à des infos rapidement. Les médias doivent satisfaire cette demande et ont donc moins de temps pour vérifier une info. Si plusieurs médias relaient cette info, cette dernière peut être perçue comme vraie par le grand public. Selon Gérald Bronner, les journalistes peuvent être soumis à une situation semblable au dilemme du prisonnier. Imaginez 4 scénarios possibles face à une info incertaine. Dans la situation A, vous ne publiez pas alors que les autres le font. Dans la situation B, vous publiez alors que les autres ne le font pas. Dans la situation C, tout le monde publie la nouvelle. Et dans la situation D, personne ne publie. Le sociologue remarque qu'un média va être poussé à publier un scoop à cause de la concurrence. Il observe également que les infos qui manquent de clarté et qui sont publiées sont le plus souvent vraies. Mais attention, ça ne signifie pas qu'elles le sont toujours. Par exemple, des médias ont relayé en 2010 une fausse rumeur qui disait que Carla Bruni trompait Nicolas Sarkozy avec le chanteur Benjamin Biolay et que Chantal Joanneau, à l'époque secrétaire d'État à l'écologie, était soi-disant la maîtresse de l'ancien président. Avec un autre exemple, Gérald Bronner rappelle que la diffusion d'une info non vérifiée peut avoir des conséquences. En 2000, des médias nationaux ont rapporté une info d'abord publiée au niveau local que les plages de Carmag étaient radioactives. Le sociologue explique, je cite, que l'imaginaire conspirationniste s'est mis en branle et l'on a soupçonné la centrale nucléaire de Marcoule d'avoir déversé clandestinement ces déchets gênants sur les plages. Alors, il y avait bien une radioactivité, mais elle était, je cite, la conséquence naturelle de la présence d'un sable noir, la monazite. En plus, d'après Gérald Bronner, elle était connue des scientifiques et n'était pas dangereuse. Même s'il y a eu des démentis, le mal était fait. La rumeur a généré de l'inquiétude et affecté le secteur touristique, ainsi que des producteurs locaux. Cet exemple nous apprend que quand l'espace public est envahi d'infos contestables, des études sérieuses, parfois nombreuses, sont ignorées. Le sociologue remarque aussi que les rumeurs inquiétantes restent plus longtemps dans la tête des gens parce qu'elles font peur et qu'elles les concernent d'une façon ou d'une autre. Quand des accidents d'avion arrivent, ça peut générer de l'inquiétude. Les humains auront tendance à chercher une explication logique. On peut penser par exemple à la loi des séries. La loi des séries repose sur l'idée qu'un événement rare et catastrophique a tendance à se reproduire fréquemment sur une période courte. Mais attention, elle est fausse. On peut ajouter que les catastrophes aériennes prennent du temps à expliquer car les enquêtes durent souvent plusieurs mois, voire plus. Il arrive aussi que des cas restent incertains. Par exemple, Géo rapporte que le 10 avril 2010, un avion transportant le président polonais, sa femme et presque l'ensemble des dirigeants politiques du pays s'écrase dans une ville en Russie. La Russie garde la boîte noire ainsi que les débris de l'avion et mène l'enquête. Finalement, elle accuse des responsables polonais, à bord certains étant ivres d'avoir exercé des pressions sur l'équipage pour les forcer à atterrir malgré des conditions météorologiques très mauvaises. Géo rapporte que des théories diffusées sur Internet ont accusé la Russie d'avoir abattu l'avion. Le magazine explique que certains cercles complotistes, influencés par les déclarations du frère du président décédé, affirment que Vladimir Poutine est responsable car il aurait voulu éliminer tout le gouvernement polonais. Enfin, Géo explique que des complotistes se méfient du progrès technologique et technique car il servirait les mauvaises intentions des gouvernants occidentaux. On a vu que les médias peuvent diffuser des fake news. Mais le sociologue insiste pour dire que ce n'est pas forcément la faute des journalistes. Il explique que plus la concurrence est élevée, plus le temps moyen de la vérification de l'information diminue. Et qu'il y a certains sujets qui nécessitent du temps pour bien le maîtriser, par exemple sur l'environnement. Il rappelle également que les fake news ne sont pas majoritaires mais se diffusent plus vite.
Othello est un personnage de Shakespeare. Il s'agit d'un général manipulé par Iago qui arrive peu à peu à le convaincre que sa femme, Desdémone, le trompe. Cette accusation est totalement infondée, mais Iago fabrique un récit qui la rend crédible aux yeux d'Othello, au point qu'il finit par y croire. C'est précisément ce phénomène qu'analyse Massimo Piatelli Palmarini en psychologie cognitive. Les individus font juger possible une idée, à l'origine improbable, quand elle est scénarisée ou mise en récit. Quand vous demandez à un groupe de discuter de risques très faibles, par exemple, on a une chance sur 100 millions d'être percuté par une météorite, j'espère que ça ne vous arrivera pas un jour, vous risquez sans le vouloir de les pousser à adopter une fausse croyance. Cela est encore plus vrai si ces risques, même minimes, entraînent des dépenses élevées. Des études ont montré que notre envie qu'un événement arrive ou n'arrive pas peut nous amener à surestimer ou sous-estimer sa probabilité. Et chaque fois que l'on parle de scénarios où l'inattendu se réalise, on encourage les gens à exagérer ces faibles risques. Par exemple, Massimo Piatelli Palmarini a demandé à des individus d'envisager deux situations. Dans la première situation, ils ont été exposés à une maladie rare et mortelle et ont une chance sur 1000 d'avoir attrapé cette maladie. Quel prix sont-ils prêts à payer pour un vaccin qui ramène ce risque à 0? Dans la deuxième situation, ils ont 4 chances sur 1000 d'attraper cette maladie. Quel prix sont-ils prêts à payer pour un vaccin qui réduit le risque à 3 chances sur 1000? Les personnes qui ont participé à l'expérience ont répondu qu'ils seraient prêts à payer en moyenne 12 177 € dans la première situation et 3 805 € dans la deuxième situation. La somme de 12 177 € s'explique par le fait qu'ils ont la certitude qu'ils n'attraperont pas cette maladie. Le sociologue explique que même si le risque est faible, les participants à l'expérience acceptent de payer une telle somme parce qu'ils ont tendance à croire à leur propre peur. Gérald de Bronner se réfère à une fable écrite par un certain Ésope qui vécut vers la fin du 7e et le début du 6e siècle avant J.C. Cette fable parle d'un berger qui fait croire à des villageois qu'un loup attaque ses moutons. Mais à force de voir qu'il ment, les villageois finissent par le prendre pour un menteur, et le jour où un loup attaqua réellement son troupeau, ils ne vinrent pas aider le berger. Aujourd'hui, des personnes lancent des alertes sur des sujets divers, et certains les écoutent sans toujours vérifier la véracité de leurs propos. Lorsqu'un événement étrange se produit, certains cherchent immédiatement à attirer l'attention, ce qui peut entraîner une mauvaise interprétation des faits, notamment en matière de statistiques et de probabilité. Par exemple, on peut croire qu'un événement particulier a une signification, alors qu'il est simplement dû au hasard. Une expérience menée chaque année par des sceptiques québécois depuis 1995 illustre ce phénomène. Dans cette expérience, des voyants et des sceptiques font des prévisions pour l'année à venir. Les résultats montrent qu'il n'y a aucune différence significative entre les deux groupes. Les sceptiques ne se basent que sur des méthodes aléatoires. Et les astrologues mettent en avant leur rare réussite pour se donner l'apparence de la précision. Ceux qui tirent parti de ce phénomène, appelé l'effet Ésope, savent qu'ils auront parfois une prédiction correcte, mais que cela reste une chance. Cependant, cela ne veut pas dire que tout le monde raconte n'importe quoi. Chacun a le droit de donner son avis, même sans être un expert, et on ne dit pas non plus qu'il est interdit de croire en l'astrologie. De même, cela ne sous-entend pas que les astrologues sont nécessairement des menteurs. L'essentiel est de prendre du recul, de vérifier les informations et de rester ouvert à la discussion tout en faisant preuve de discernement. D'après Gérald de Bronner, les complotistes repèrent des anomalies et les relient pour créer un récit cohérent.
Ce récit repose sur un effet de dévoilement qui leur donne l'impression de découvrir la vérité. Il donne exemple des fans de Michael Jackson qui ont scruté chaque détail de sa mort. Le sociologue rapporte qu'ils ont cru percevoir un mouvement suspect sous le drap recouvrant son corps, renforçant leur conviction qu'il était encore en vie. Grâce à Internet, les pseudo-découvertes sont partagées à vitesse grand V. Gerald Bronner analyse que les théories du complot émergent en un laps de temps, parfois en quelques heures seulement après les événements qui les inspirent. Et certaines perdurent même avec le temps. Notre société hyper connectée favorise un paradoxe. Plus l'information est accessible, plus elle nourrit des interprétations erronées. Autrement dit, selon le sociologue, la transparence renforce le biais de confirmation. Gerald Bronner remarque qu'avec la démocratie participative, le but est d'avoir plus de transparence sur comment les décisions sont prises et de permettre aux citoyens d'être entendus par les dirigeants qui les représentent. Il cite dans son bouquin une forme de la démocratie participative, la démocratie délibérative. L'idée ici est de former les citoyens sur un sujet dont ils vont débattre. Mais selon le sociologue, on constate de plus en plus régulièrement une méfiance envers la science avec la demande fréquente de moratoire. Pourquoi ? À cause des arguments de la faillibilité de la science et de sa corruption possible. Quand des scientifiques rejettent des études parce qu'elles ont une méthodologie douteuse, cela peut être interprété comme une preuve de complot. Par exemple, l'intellectuel critique une étude du Centre de recherche et d'information indépendante sur les rayonnements électromagnétiques paru en 2008 et mené sur 2000 foyers dans 160 communes. Le but, c'était d'étudier les conditions de vie des animaux et des individus vivants ou non dans un espace exposé aux champs électromagnétiques. Cette étude a été menée par des militants qui ont demandé aux enquêtés leur ressenti. Le résultat, d'après Gerald Bronner, correspondait à ce qu'il cherchait à obtenir. Les gens vivant près d'une ligne à très haute tension disaient se sentir plus mal que les autres. Selon le sociologue, les questions étaient biaisées et l'étude ne montrait pas une évolution des symptômes en fonction de la distance entre l'habitation et la ligne. Selon le sociologue, le progrès technologique et le fait que les citoyens ont le droit d'être informés, de s'exprimer librement et de décider, ont fait advenir ce qu'il appelle la démocratie des crédules. Cette démocratie des crédules fait référence à une situation où, malgré l'accès à l'information, les citoyens peuvent être influencés par des croyances. Il évoque une situation assez loufoque où des individus, bien que sincères, avaient une mauvaise interprétation de leurs symptômes. Il relate qu'en 2009, Orange a installé 3 antennes près d'une résidence de la ville de Saint-Cloud. Des habitants sont tombés malades et ont pensé que leurs symptômes étaient dus aux ondes. Une plainte collective a été déposée pour que l'opérateur enlève les antennes. Mais le problème, c'était que ces antennes ne fonctionnaient pas. Et comme elles ne pouvaient pas émettre d'ondes, il était impossible qu'elles soient à l'origine de leurs symptômes. Nicolas de Condorcet est un philosophe et un homme politique français du XVIIIe siècle. Selon lui, si chaque votant a plus de 50% de chances de prendre une bonne décision, alors plus l'assemblée est nombreuse, plus la probabilité que la décision prise à la majorité converge vers une solution optimale et rationnelle augmente. Le sociologue explique que les erreurs des uns sont compensées par les erreurs des autres, comme dans l'expérience de Kate Gordon. Cette étude, menée en 1920, où des étudiants en psychologie ont évalué collectivement la masse d'objets et les ont classés du plus petit au plus grand, offre un résultat intéressant. Les étudiants ont obtenu un score élevé, avec 94% de bonnes réponses. Cela s'explique par les estimations trop élevées qui compensent celles qui sont trop faibles. Mais Gerald Bronner remarque qu'il existe des effets de cascade. D'une part, il y a les cascades d'informations
ou des individus manquant de connaissances se fient à ceux qui semblent maîtriser le sujet. D'autre part, il y a la cascade de réputation, où les individus suivent la majorité pour éviter ce que le sociologue appelle le coût social, c'est-à-dire le prix qu'un protestataire doit payer en défendant sa cause. Gérald Bronner n'est pas contre la démocratie, mais il critique le fait que certaines idées fausses sont acceptées et considérées comme du bon sens par certains. Et comme ces idées fausses leur paraissent raisonnables, elles sont difficiles à remettre en question. Il évoque le concept de populisme qui désigne, selon le site La Toupie, l'idéologie ou l'attitude de certains mouvements politiques qui se réfèrent au peuple pour l'opposer à l'élite des gouvernants, au grand capital, aux privilégiés ou à toute minorité ayant accaparé le pouvoir, accusés de trahir égoïstement les intérêts du plus grand nombre. Cette attitude qui met en confrontation un peuple contre des gouvernants corrompus nourrit une méfiance profonde à l'égard des institutions. On peut penser par exemple aux citoyens souverains, qui sont des complotistes persuadés que l'État est une entreprise privée. Le mouvement est apparu à l'origine aux États-Unis dans les années 70 et s'est ensuite répandu en Europe. Pour les citoyens souverains, les lois ne sont que des contrats auxquels on peut choisir de ne pas se soumettre. Le sociologue dit que le gouvernement pourrait agir, mais le problème, c'est que cette forme de populisme est invisible. Par exemple, des journalistes d'envoyés spéciaux sont partis à la rencontre de 2 citoyens souverains. Dans leur reportage, ils expliquent qu'ils n'en avaient jamais entendu parler, jusqu'à ce que les 2 interviewés se fassent connaître pour une vidéo dans laquelle on les voit refuser un contrôle de gendarmerie. Dans un article intitulé « Les causes psychologiques et sociales du complotisme », Pascal Wagner-Egger explique qu'il existe bien des complots, mais qu'ils sont révélés par des preuves et des enquêteurs professionnels. D'après cet enseignant-chercheur en psychologie sociale et en statistique de l'Université de Fribourg, une des raisons de croire à une théorie du complot est déjà d'y croire. Il affirme que des études montrent que plus une personne adhère à une théorie du complot, plus elle est susceptible de croire en d'autres théories. Puis, les croyances aux théories du complot seraient souvent liées à d'autres croyances comme celles aux phénomènes paranormaux, aux pseudosciences ou aux superstitions. Ensuite, l'anomie peut aussi expliquer la croyance aux théories du complot. Ce terme est évoqué par Émile Durkheim dans De la division du travail social pour évoquer l'affaiblissement des règles établies par la société. L'anomie fait référence, selon Pascal Wagner-Egger, à des phénomènes comme la méfiance envers les politiciens, le sentiment que ces derniers ne se préoccupent plus des gens ordinaires ou encore le sentiment de ne pas maîtriser sa propre vie. Pour continuer, les croyances aux théories du complot seraient particulièrement présentes dans les groupes sociaux défavorisés. Les études montrent que les croyances complotistes sont plus fréquentes quand les inégalités sociales sont importantes et dans les pays avec une démocratie moins solide et où la corruption est plus présente. Enfin, on peut remarquer que pour lutter contre la désinformation, des émissions existent comme Info ou Intox, où des journalistes décryptent des infos